Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Guillaume Lariche. En compagnie de Nathan Dever, écrivain et philosophe, et également Charlotte Dornelas, journaliste au JDD. Charlotte qui est partout. Je l'ai vue ce matin, dès 10h du matin, elle était sur CNews. 9h du matin sur CNews. Et puis après, je la retrouve ce soir à 20h30. Quelle grande journée, mais avec toujours plein de bonnes choses à nous parler. Et ce matin, vous avez parlé notamment de la 69, forcément, Toulouse-Castres, ce site qui pose problème à de nombreux manifestants écolos qui souhaitent l'arrêt complet de ce projet de création d'autoroute entre Toulouse et Castres. On a 1 millier de manifestants qui étaient réunis dans un château à la frontière du Tarn et de la Haute-Garonne, si je me trompe pas. Et donc cet après-midi, c'était plutôt calme au départ. On a sorti les barbecues, c'était bon enfant, comme ils l'ont dit à divers médias. Et par contre, après, en fin d'après-midi, 17h30, 18h, ils ont commencé à sortir 3, 4, 500 personnes. Et là, on a vu des fumigènes. Et là, on a vu l'embrasement. Et là, on a vu un petit peu des gens qui étaient très énervés et les forces de l'ordre qui ont dû répliquer. N'est-ce pas, Charlotte ? Oui, absolument. Mais surtout, parce que vous avez commencé cette présentation en disant il y a des militants qui sont opposés à la construction de cette autoroute. C'est leur droit le plus strict d'y être opposé, d'avoir des arguments à avancer contre la construction de cette autoroute. C'est pas du tout ça qui est en cause. C'est simplement le fait que eux contestent la possibilité du débat et surtout la manière que nous nous sommes donnés collectivement de le résoudre. On casse et on discute après, c'est ça ? À savoir, on discute même pas d'ailleurs, parce que ni avant ni après en l'occurrence, mais simplement les discussions ont eu lieu, il y a des recours qui ont été faits devant les tribunaux, l'arrêt de la cour d'appel a donné l'autorisation de poursuivre cette construction, ça peut être contestable, j'ai aucun problème avec ça, ils peuvent continuer à avoir des arguments, même des arguments pertinents, qu'ils peuvent continuer à opposer, même dans le débat, même une fois ces décisions prises, simplement collectivement nous avons besoin d'avoir des règles. Donc les règles ont été en faveur de cette autoroute, et deuxièmement, la manifestation était en l'occurrence interdite par la préfecture. Donc derrière, il y a non seulement en effet ces affrontements qui ont été mesurés par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres situations. En revanche, c'est vrai que dans les sacs, quand vous commencez à attraper des barres, des boules de pétanque, des barres et même une catapulte, enfin un lance-pierre, un gros lance-pierre, c'est qu'a priori vous n'avez pas des intentions en effet de discussion. Alors vous allez me dire, les forces de l'ordre sont pas là pour discuter non plus sur la pertinence ou la construction de la 69, mais c'est évidemment la seule présence, la mobilisation systématique des forces de l'ordre. Et je termine simplement avec ça, c'est que on va simplement s'attarder sur le fait que ça n'a pas été aussi grave que ce que redoutait même le ministère de l'Intérieur, ce qui est vrai, et tant mieux, tout le monde peut s'en féliciter, ça a été correctement géré. Simplement, on a un problème récurrent avec certains militants d'extrême gauche, qui sont quand même plus d'extrême gauche qu'engagés au service de l'écologie, et qui, je sais pas, on a eu récemment des sabotages, ça n'a pas non plus indigné plus que ça dans le pays. On a régulièrement des sabotages, notamment d'outils agricoles, qui pèsent énormément sur le dos des agriculteurs, personne n'en entend jamais parler. Évidemment, la presse nationale n'est pas très rurale, mais enfin, on pourrait quand même s'intéresser à un phénomène d'une telle ampleur. Donc on a un vrai problème de recours à la violence politique dans cette partie-là, on va dire, du militantisme qui se revendique lui-même écolo. Et ça, on a un vrai problème, et je pense qu'on ne prend pas clairement la mesure du problème collectivement, en tout cas dans les débats publics, médiatiques et politiques. Et ça ne peut pas être simplement une question de maintien de l'ordre. S'il y a juste le ministère de l'Intérieur qui prend la mesure du problème et qui l'anticipe, ça ne suffira jamais. Toujours l'extrême gauche qui est à la manœuvre, semble-t-il, derrière ces rassemblements, Nathan Dever. Justement, l'exécutif n'arrive pas à s'imposer contre eux pour taper du poing sur la table ? Je suis, Charlotte, sur un point, c'est que ce n'est pas une question seulement de maintien de l'ordre et que c'est une erreur d'analyser ce phénomène à travers ce prisme-là. Parce que si on s'intéresse à ces luttes sociales qui concernent l'écologie, qui concernent d'autres sujets, mais où globalement on voit à peu près les mêmes acteurs, et d'ailleurs tout à l'heure les slogans et les drapeaux qui ont été exhibés dans cette manifestation n'étaient pas seulement relatifs ni à l'écologie et ni à l'autoroute A69. Vous parlez du drapeau palestinien. Bien sûr, il y avait aussi, je crois, le drapeau iranien, il y avait des slogans sur tout un tas de sujets. En fait, on remarque que ce sont des gens qui ont et qui représentent une doctrine. Une doctrine qui est vraiment développée. Le regard un peu caricatural sur eux, c'est de les tenir un peu pour des imbéciles qui ne comprennent pas ce qu'ils font, qui sont des excités professionnels. C'est plus complexe que ça. Ce sont des individus qui représentent une véritable philosophie politique qu'on peut découvrir dans un certain nombre de livres, ceux du Comité Invisible, d'autres ouvrages. Et c'est une philosophie politique qui se situe au carrefour de deux traditions. L'une qui est celle de la désobéissance civile,
et là on en a vu un bel exemple, mais la désobéissance civile, moi en tout cas, pour ma part, elle ne me semble pas problématique en tant que telle. Parce que la désobéissance civile, c'est ce que vous disiez, quand on est en désaccord avec des lois écrites, par exemple la construction de l'autoroute A69, eh bien on peut tout à fait estimer qu'il y a une loi non écrite, qu'elle vienne de Dieu, qu'elle vienne de la raison, qu'elle vienne de la pensée, qui est plus légitime, plus pertinente que les lois écrites. Et que donc on va désobéir aux lois écrites au nom des lois non écrites. C'est toute l'histoire d'Antigone. En revanche, et c'est le deuxième sujet, ces individus ont aussi un rapport ambivalent avec la violence en politique. Alors quand vous les écoutez, ils disent toujours « ce n'est pas nous qui utilisons la violence, nous ne faisons que nous défendre face à la répression policière ». Le fait est que, en effet, beaucoup sont venus avec des boules de pétanque, l'un avec une catapulte, l'autre avec d'autres encore armes par destination, et que ça, c'est un phénomène qui est à mon avis majeur. Cette idée selon laquelle la seule manière de faire entendre sa cause, c'est de le faire de façon violente. Mais vous l'avez dit, faire entendre sa cause. S'ils viennent justement les mains dans les poches, peut-être qu'on en parlerait moins. Alors, c'est exactement ça. Ils obtiennent ce qu'ils veulent, en fait. On peut leur donner raison, on peut leur donner tort. Là où on peut leur donner tort, je crois, et c'est ma position, c'est que si on regarde toute l'histoire des 70 dernières années, toutes les luttes politiques à l'échelle française et mondiale, qui ont eu, qui ont marché, et deux, qui ont eu ensuite une belle postérité, ce sont très souvent des luttes qui se sont faites de manière non violente. Regardez la décolonisation, on parlait tout à l'heure de l'Algérie. La différence entre les pays qui se sont décolonisés dans une tradition de non-violence, Mandela, l'Inde, etc., et ceux où certains groupuscules, en Algérie notamment, ont fait usage de la violence, ça a créé évidemment une blessure absolument qui reste vivace aujourd'hui. Et deuxièmement, la non-violence est plus stratégique, en plus d'être plus morale. Mais là où ils ont raison sur un point, et ça me fait de la peine de dire ça, c'est que quand on regarde, ne serait-ce que depuis 2017, le pouvoir français, les seuls moments où il a été à l'écoute de revendications sociales, c'était quand il y avait de la violence, malheureusement. Regardez les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils commencent de façon non violente, c'est des carrefours, c'est des slogans, c'est quelque chose de distribué, de pacifique. Le pouvoir n'écoute pas. Le moment où le pouvoir a commencé un tout petit peu à reculer, c'est quand malheureusement il y a eu de la violence. Et donc je crois que face à la violence à laquelle on assiste dans les manifestations, il faut aussi se remettre collectivement en cause, et notamment les dirigeants politiques, et se dire comment faire en sorte d'écouter des revendications qui viennent du peuple, sans avoir à leur opposer une sorte de surdité telle que leur seule solution tentatrice va être de céder à la violence. Charlotte, vous êtes d'accord avec ça? Les propos de Nathan Devers ? Je suis d'accord à ceci près que je ne comparerai pas les soulèvements de la terre et assimilés aux Gilets jaunes, dans la mesure où les Gilets jaunes sont beaucoup plus populaires à l'échelle de la population française que ne sont ces militants écologistes-là. C'est-à-dire que l'écologie est une préoccupation du siècle, c'est indiscutable. Simplement, l'écologie, quand elle bascule en politique et avec les choix qui sont faits, là, on a affaire à des militants qui sont ultra minoritaires. De la même manière que, par exemple, pendant les émeutes, les Gilets jaunes, si je reprends l'exemple, les Gilets jaunes qui étaient beaucoup plus étendus, on va dire, dans le pays et dans la population française, le ressort des Gilets jaunes de novembre 2017, c'est-à-dire, ou 2018 2018, bien sûr. De novembre 2018, les Gilets jaunes du début sur les carrefours, c'est une immense majorité de la population française qui les soutient. Ça n'est pas le cas, par exemple, pendant les émeutes. Quand vous voyez la différence de traitement, ne serait-ce que au moment par exemple, je vous dis, Naël, les émeutes après la mort de Naël, ça a immédiatement provoqué une minute de silence à l'Assemblée nationale parce que la classe politique a peur. Elle ne réagit qu'à la peur et donc à la violence. Pendant les Gilets jaunes, au tout début, il y a eu des morts sur les ronds-points, ça n'a arrêté personne dans la classe politique. Ça n'a pas compté, on va dire, dans le débat. Bon, ça génère une injustice, ça génère de la colère, ça génère de la rancœur, et demain, peut-être, ça générera de la violence. Mais il y a déjà, aujourd'hui, des gens qui ont recours à la violence, et quand vous regardez ceux qui ont, de manière structurelle, recours à la violence, et non pas de manière des débordements dans des manifestations qui commencent à arriver, ceux qui ont de manière structurelle recours à la violence sont systématiquement minoritaires. Donc ça fait partie de la doctrine, en effet, que vous évoquiez, avec laquelle je suis absolument d'accord. C'est pas un ramassis de débiles qui sont contre le bitume parce que c'est à côté de chez eux. D'abord, en général, c'est pas à côté de chez eux. Et la deuxième chose, c'est que c'est une doctrine absolument qui est intelligente, intelligible, raisonnable. Ça dépend ce qu'on entend par là, mais en tout cas, elle est accessible à l'intelligence et donc à l'argumentaire. Simplement, il y a aussi dans
dans cette doctrine le recours à la force. Que vous disiez, ils disent que ce ne sont pas eux qui utilisent la violence d'abord, mais les forces de l'ordre, mais ça va beaucoup plus loin. Le terme de soulèvement de la terre, c'est que l'usage de la violence, c'est pour défendre la terre elle-même. Donc c'est avant même l'existence des forces de l'ordre ou la présence des forces de l'ordre. Le recours à la violence fait partie de la légitime défense qui est le ressort de leur lutte. C'est la légitime défense de la terre au nom de laquelle ils parlent. Donc c'est des mouvements qui sont dangereux par rapport à l'unité et à l'ordre même public, et qui ne sont à l'ordre public en ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, et qui ne sont, et alors là je vous rejoins absolument, la question des gilets jaunes, la question des émeutes, tout depuis au minimum 2017, est traité en France comme une question de maintien de l'ordre. Jamais la question politique de fond n'est abordée. Pardon, quand on a un mouvement des Gilets jaunes, c'est pas d'abord une question de maintien de l'ordre, c'est évidemment une question de maintien de l'ordre pour le ministre de l'Intérieur. Ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire, mais pour le ministre de l'Intérieur seulement. Pour le reste de la classe politique, c'est une question politique. De même pour les émeutes. Les émeutes récurrentes d'une partie de la population qui vit en France et qui ne s'adresse à la France que par le biais des émeutes, c'est certes une question de maintien de l'ordre au moment où elles arrivent, mais c'est une question politique de fond. Et nous avons Charlotte, tendance... Je vous propose de poursuivre juste après le journal permanent de 20h45. C'est très intéressant, mais Nathan aussi a quelque chose à nous dire. On en reparle dans moins de 5 minutes après le journal permanent d'Europe 1 Soir Week-end de 20h45. Puis on abordera aussi ensemble la baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine à Paris. Relativement sympathique. L'eau était bien claire pour Anne Hidalgo, c'est ce qu'elle nous a dit ce matin. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Avec Charlotte Dornelas et également Nathan Dever, on revient sur l'A69. On parlait tout à l'heure que c'était cette façon d'arriver avec les armes pour se faire entendre. A priori, là, la discussion ne va pas avoir lieu puisque des sénateurs, des députés soutenus par le gouvernement ont fait passer une proposition de loi de validation. Elle permettrait de contourner une éventuelle décision de justice défavorable au projet. Un vote solennel aura lieu dans les semaines à venir. Est-ce que c'est nécessaire, selon vous, que ce vote ait lieu pour sécuriser le chantier, Nathan ? Oui, mais alors justement, je voulais dire, c'est toujours un bonheur de parler de débattre avec Charlotte, parce que même si nous sommes très différents, on se rejoint souvent sur des sujets imprévus. Et en effet, et je rebondis tout de suite sur la décision de justice, la question centrale là-dedans, c'est est-ce qu'on prend ça uniquement en ayant une réaction bourgeoise, en se disant c'est scandaleux que des militants estiment que leurs croyances sont plus importantes que les décisions des dirigeants politiques et de la République. Et ça, moi, ce n'est pas ma réaction. Je peux comprendre qu'il y ait des militants qui estiment que l'urgence climatique est telle, ou que leur sujet est tel, qu'ils passent au-dessus, si vous voulez, de l'état actuel de la loi républicaine. Le sujet, je crois, il n'est pas là. Il est dans une forme de mensonge, de deux poids, deux mesures, qui peut exister dans une partie de cette mobilisation, une partie importante. C'est à vérifier, mais tout à l'heure, je regardais les images et j'ai cru reconnaître un drapeau de l'Iran. Et en tout cas, il y a eu des drapeaux palestiniens, mais je crois un drapeau de l'Iran. Et c'est très intéressant de constater tout cela. Pourquoi ? Parce que quand vous écoutez ces militants, ils vous disent quoi ? Ils vous disent la France n'est pas une démocratie. C'est une démocratie sur le papier. Mais la démocratie représentative n'est pas une démocratie puisque nous avons des revendications que l'ordre bourgeois, l'ordre républicain bourgeois nous empêche de mettre en acte nos revendications et donc nous sommes obligés de désobéir à la loi en faisant une manifestation interdite, éventuellement d'être violents pour porter nos revendications. Donc, à leurs yeux, démocratie française n'est pas une démocratie. Autrement dit, ils ne le disent jamais comme ça, ces gens-là, mais le sous-entendu, c'est peut-être un peu une dictature, c'est un régime autoritaire. Mais, dans le même geste, vous voyez un manifestant qui brandit un drapeau iranien. C'est-à-dire qu'il n'a aucun problème à brandir le drapeau d'une république sur le papier, islamiste, qui, on va pas en parler pendant 4 heures, mais qui supprime tous les droits civiques, politiques de ses habitants, qui massacre toutes les femmes qui ont le malheur de ne pas sortir assez bien voilées, qui pratique une répression abominable et qui n'est évidemment pas une démocratie. Je cite cet exemple parce que c'est extrêmement intéressant. En fait, il montre bien qu'il y a une ambiguïté du point de vue même de la gauche. On peut faire une critique de gauche de ce qui est en train de se passer. Et on peut remarquer aussi, et je m'arrêterai là, je ne veux pas être trop long, mais est-ce que tout ce genre de mouvement relève de la défense de l'urgence climatique ? Si c'est le cas, je signe. Ou relève d'une forme de technophobie latente. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je remarque que ces gens-là, souvent, sont excités chaque fois qu'on construit tantôt un aéroport, tantôt un centre commercial, tantôt une autoroute, et que quand on étudie leur rhétorique, ce qui suscite en eux le plus de haine, c'est plus le progrès technique que l'impact climatique de ce progrès technique. Et je rappellerai que la technophobie latente est avant tout une grande passion réactionnaire.
Point de vue intéressant, vous le partagez, Charlotte ? Ah ben oui, que le combat ou ne soit pas simplement la défense de l'écologie, c'est indiscutable. Et d'ailleurs, la seule manière, dont il se comporte au milieu de la nature elle-même parfois, n'est pas très écologique à l'échelle simplement des individus qui sont présents dans ces manifestations. C'est la première chose. Et par ailleurs, en effet, la présence des drapeaux, les slogans qui sont entendus et les combats de ces personnes-là prouvent que c'est un mouvement qui est d'abord et avant tout révolutionnaire. Et pour aller même plus loin dans leur rapport, on va dire, au système de domination qu'ils prétendent combattre. Ils ont eux-mêmes la volonté finalement de dominer, parce que en effet, moi, que les gens aient des convictions et mettent leurs convictions au-dessus des lois, c'est une phrase qu'on entend extrêmement souvent et qu'on a l'habitude de reprocher. Mais enfin, 100%, par exemple, des gens qui s'engagent en politique ont des convictions au-dessus des lois. La preuve, ils s'engagent en politique pour changer les lois en fonction de leurs convictions. Donc c'est logique, on va dire. Mais en revanche, tout le monde va pas tout casser pour ça non plus. Exactement. En revanche, quel est le ressort que l'on accepte collectivement et qui fait de nous une démocratie, notamment, quel est le ressort que collectivement on accepte pour réussir à faire changer ces lois par la mobilisation associative, par la mobilisation politique, par évidemment le ressort électoral, certainement pas par la violence. Mais eux, parce que ils dénoncent, on va dire, une domination et qui dépasse de loin leur combat en France, puisque c'est une domination de l'Occident à l'échelle du monde. C'est ça leur ressort révolutionnaire. Quand ils brandissent un drapeau palestinien ou iranien, c'est celui-ci. Et donc, ils veulent imposer leur domination par rapport aux lois, aux décisions préfectorales, à la population. Parce qu'en l'occurrence, il y a quand même eu des consultations locales. Moi, je m'engage pas sur le fond du débat de la 69. Franchement, j'y connais rien. J'ai pas étudié ce dossier. Je ne sais pas. Ils ont Comment ? Pareil. Ouais. Non, mais ils ont peut-être des arguments. Encore une fois, je méprise absolument pas le débat qui existe localement sur la pertinence de cette autoroute. Je suis incapable de le trancher. Simplement sur le ressort, en effet, qui est utilisé, il y a cette rhétorique que l'on retrouve en permanence de la volonté d'abattre un système de domination, quitte à se faire dominant soi-même sur les règles que nous nous sommes données collectivement. Bon, c'est un vrai problème politique que les hommes politiques feraient bien d'aborder politiquement. Et en effet, pas tous, mais dans le débat politique, on a soit la question du maintien de l'ordre, donc on résume ça à une question du maintien de l'ordre, soit sur le terrain écologique, tout le monde dit pour ou contre le ressort écologique. Bon, on voit bien qu'il y a quand même des nuances dans les outils, dans la réponse même politique, même devant un constat que nous sommes tous capables de faire, c'est vrai de l'écologie, c'est vrai de plein de sujets, hein. Un constat que nous sommes tous capables de faire. Le débat politique, c'est précisément d'affronter, de confronter les solutions que nous apportons à un problème que nous avons collectivement identifié. Alors, le problème que l'on a en ce moment, c'est qu'on n'arrive même plus à s'entendre sur le constat. Ça, c'est un problème. Je sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, on l'a sur beaucoup de sujets. Et ça, clairement, il refuse toutes les règles sur lesquelles nous nous entendons à peu près collectivement.